Voilà. On va commencer tout de suite. Donc, je me présente, je m'appelle Antoine Thomas. Je suis manager produit chez SLV France. Et aujourd'hui, on va utiliser le logiciel Zoom qui va me permettre donc de vous présenter mon PowerPoint et également qui va vous permettre de me poser des questions sur l'onglet qui s'appelle questions et réponses. Donc, j'essaierai d'y répondre pendant la présentation si possible et sinon, j'y répondrai à la fin. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur cet espace-là. Je serai ravi d'y répondre. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est le projet de mise en lumière des espaces extérieurs en résidentiel. Donc, on va voir les 5 étapes du projet, qui sont définir les objectifs du projet, découper le projet en zones, définir avec le client l'ambiance et le style, anticiper les contraintes, choisir les solutions adaptées, planifier et quantifier le projet. Donc, une fois qu'on aura vu ces 5 étapes qui sont les étapes clés pour réussir son projet en extérieur, on va voir quelques rappels au niveau de l'installation, donc les erreurs à ne pas commettre, les choses à anticiper pour garantir une installation fonctionnelle et voilà, qui dure dans le temps. Les rappels, ils vont faire référence à des choses qu'on a déjà vues il y a quelques semaines dans le précédent webinaire installation en éclirage extérieur. Donc, si ces questions-là vous interpellent, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube SLV France et vous aurez le webinaire d'il y a 3 semaines sur l'installation en extérieur et toutes les contraintes techniques que ça engendre. Donc, on commence tout de suite. Alors, tac, voilà. Donc, les étapes de la création du projet. Donc là, l'idée pour nous aujourd'hui, c'est de voir un petit peu, à partir du moment où on rencontre le client jusqu'à la remise du chiffrage, quels vont être les éléments à bien prendre en compte pour pas faire d'erreurs et répondre au mieux aux besoins du client. Donc, première étape, définir les objectifs du projet. Deuxième étape, découper le projet en zones, tout ça, je l'ai déjà dit. Donc, on commence tout de suite avec l'étape 0, définir les objectifs du projet. Donc, définir les objectifs du projet, il y a plusieurs manières de le faire, mais dans l'idéal, dans l'essentiel, c'est simplement définir la route à suivre pour pas partir dans la mauvaise direction. Donc, en général, un simple échange avec le client peut suffire. Et donc, on va écouter le client pour comprendre son besoin. On va poser des questions pour essayer de cibler notre demande afin de répondre au mieux aux besoins du client. Et si le client n'a pas d'idée définie, on va lui montrer des exemples de projets réalisés pour lui donner des idées. Donc, on va lui montrer des photos, on va lui montrer des infographies, on va lui montrer des plans d'implantation pour qu'il se fasse une idée de ce qu'il est possible de faire dans son budget. Ensuite, une fois qu'on est d'accord avec le client sur l'objectif, donc vers où on va viser, on va creuser le détail de ces objectifs parce que l'étape 0 ne s'arrête pas là. L'idée, c'est d'aller encore plus loin pour définir vraiment ce que le client nous demande. Alors, par exemple, là, j'ai mis une petite cible. Quand on essaye de savoir ce dont a besoin un client, on lui pose des questions et on peut définir qu'à chaque question, on va se rapprocher de l'objectif qui est le milieu de la cible. Donc, par exemple, le besoin de mon client, c'est éclairer mon jardin. Moi, je vais lui poser comme question, qu'est-ce que vous voulez éclairer? Qu'est-ce que vous voulez mettre en valeur? Il va me dire, par exemple, la végétation. Et moi, après, j'enchaîne, je lui pose la question, quelle ambiance vous avez besoin sur votre végétation? Quelle particularité d'éclairage? Il va me dire peut-être une ambiance chaude et confort, que peut-être une idée que je lui aurais soumise. En tout cas, voilà, on essaye de recentrer jusqu'à avoir quelque chose de très précis qui va nous permettre de répondre aux besoins du client le plus possible dans le détail. Parce que c'est vrai que quand on fait un peu sans l'avis du client, on se retrouve souvent à le faire 2 ou 3 fois le projet. Alors que si on a posé les bonnes questions pendant l'étape 0, en général, on gagne du temps pour la suite. Alors, on y passe un peu plus de temps au moment de le faire. Par contre, pour la suite, on va y gagner beaucoup. On ne va pas se tromper, tout simplement. Ensuite, donc, deuxième étape, l'étape 1. On va découper le projet et définir les zones à traiter. Alors, pourquoi c'est impératif? Puisque chaque zone va être traitée différemment. On ne va pas traiter les bords d'une piscine comme on va traiter un espace de cheminement ou un espace végétal. Donc, l'idée, déjà, c'est de définir quelles zones vont être à traiter avec le client et ensuite, quel type de zone et comment on va les traiter. Donc ici, j'ai pris un exemple d'un plan d'une maison avec un grand jardin, une piscine, des cheminements, etc. pour qu'on ait beaucoup d'exemples différents. Mais il est possible que dans vos projets, vous n'ayez pas toutes ces zones-là à traiter. Donc, la première zone, ça va être la terrasse, donc le lieu de vie, un espace central de la maison.
dans lequel on va plutôt privilégier un éblouissement limité, puisque c'est une zone où il faut que ça reste confortable, comme on va y passer du temps. Et on va aussi privilégier l'uniformité, puisque c'est une zone sur laquelle on va se considérer comme en intérieur. Donc, il va falloir de l'uniformité pour qu'on ait un éclairage bien homogène. Deuxième zone que j'ai identifiée, la zone de piscine. Donc là, on a des règles de sécurité particulières que je vous présenterai après dans les rappels. On va travailler en très basse tension, donc par exemple du 12 volts continu. Et on va avoir des normes de sécurité à respecter, par exemple les IP élevés ou les classes de protection électrique. Donc on y reviendra tout à l'heure, mais voilà, on identifie cette zone comme une zone où on va mettre des appareils différents du reste des autres espaces. Ensuite, on aura les espaces de type végétal. On va mettre en valeur la végétation, on va adapter la température de couleur à la végétation. On va penser à l'utilisation au quotidien. Donc par exemple, on sait que les alimentations, elles vont pouvoir être déportées, donc on va essayer de prévoir un endroit pour les déporter. On va essayer d'anticiper le passage de la tondeuse, donc on va peut-être pas mettre des projecteurs directement au sol. Voilà, on va essayer d'anticiper un peu tout, comment on va utiliser ces zones-là. On sait par exemple qu'on ne met pas d'interrupteur directement dans le jardin, donc il va falloir prévoir de mettre un allumage déporté directement sur la maison pour allumer les espaces de jardin. Ensuite, on va avoir les espaces de cheminement que j'ai matérialisés en jaune ici. Donc le cheminement, c'est souvent de l'éclairage fonctionnel dont on a besoin, puisque ce n'est pas des zones sur lesquelles on passe beaucoup de temps. Donc on va essayer de prévoir plutôt de l'uniformité avec des bornes par exemple, et on va privilégier la répartition de la lumière, puisque c'est vrai que sur les espaces de cheminement, ça dépend de la longueur, mais en général, on n'a pas envie d'y mettre énormément d'appareils et donc énormément d'argent. Donc on va privilégier des appareils avec des optiques qui permettent d'espacer le flux et d'espacer les bornes pour avoir quelque chose d'uniforme au sol sur ces espaces de cheminement. Et enfin, dernière zone toujours fonctionnelle, l'entrée et le stationnement de la maison. Donc, les espaces où on va garer les véhicules, le portail, l'entrée de la maison. Donc, ces espaces, on va les mettre en valeur de façon fonctionnelle. On va privilégier des IK élevés puisque c'est là qu'on va avoir les voitures qui vont rouler. C'est là qu'on peut avoir éventuellement des intrusions sur l'espace du client. Donc, des IK élevés vont permettre aux voitures de ne pas allumer les appareils. Et si jamais il y a des jets de pierre, un peu de vandalisme, voilà, on est protégé au moins à l'entrée de la maison sur cet espace-là. Et donc, dans cette étape de repérage, il va être important de commencer à repérer les sorties de câbles et les arrivées électriques. Donc, je les ai matérialisées ici avec un petit éclair. Ça va nous permettre pour la suite de savoir comment où va être le départ de nos lignes électriques. Donc voilà, on les repère tout de suite, comme ça on sait où elles sont matérialisées sur notre plan, et à partir de là, on va pouvoir avancer sur le reste. Étape 2, on va définir avec le client l'ambiance et le style souhaité sur les différentes zones qu'on a identifiées. Alors je monte juste un instant. Hop, voilà. Donc, on va avoir deux cas de figure dans cette étape-là. Le client, il sait exactement ce qu'il souhaite. Il nous a déjà fait part de tout ça, de l'ambiance et du style qu'il veut. Du coup, nous, on va évaluer les choix qu'il a fait au niveau du style. On va l'orienter vers des solutions adaptées à ses envies. Donc là, on va pouvoir commencer tout de suite à lui parler de produits et lui présenter des idées de produits et des choix en termes de design. Donc là, par exemple, j'ai mis un exemple pour avoir 4 bornes qui vont quasiment avoir les mêmes fonctionnalités. Là, ça va être un choix en termes de design du client, en termes de budget également, puisqu'on va avoir des bornes plus ou moins chères. Donc voilà, en fonction du budget et des choix design du client, on va lui présenter toute une série d'appareils et il va pouvoir faire son choix parmi toutes ces bornes-là qu'on lui a sectionnées, et pareil pour les autres types de produits. Deuxième cas de figure, le client il ne sait pas ce qu'il souhaite. Donc, on va lui faire des propositions d'idées de décoration, de mise en valeur. Par exemple, on va avoir des styles méditerranéens, modernes, architectural, déco. Et ensuite, on va lui proposer des exemples de réalisation. Donc, le client, il va regarder des photos qu'on a réalisées sur des chantiers ou des photos qu'on a trouvées sur Internet, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et il va pouvoir choisir son style si jamais il n'a aucune idée de ce qu'il recherche. Donc, on va s'attarder un petit peu plus sur ces styles. Je vous en ai mis quelques exemples, hein, mais il en existe bien d'autres. N'hésitez pas à reprendre ces pages-là pour présenter à vos clients, il n'y a aucun problème, elles sont faites pour ça. Donc, premièrement, le style méditerranéen. Donc, nous, en France, c'est un style qui est très répandu. On va privilégier le blanc chaud,
un éclairage doux, un éclairage indirect, donc peu de projecteurs et d'éblouissement indirect. On va avoir une quantité élevée d'appareils puisque ça va être une décoration assez chargée en termes d'éclairage extérieur. Et on va avoir un design d'appareil assez sobre et discret. Donc là, on ne met pas forcément en avant l'appareil, on met plutôt en avant la végétation et on essaye de faire en sorte que l'appareil reste le plus discret possible. Ensuite, le style déco. Donc là, le style déco, ça va être complètement l'inverse. On va plutôt mettre en valeur l'appareil que la végétation. Donc, il va falloir un luminaire au design identifiable et très présent. Et donc, le luminaire va être au centre de la décoration pour l'objet qu'il est et non pas pour la lumière qu'il dégage. Ensuite, on va avoir le style entre guillemets classique. Donc là, c'est un peu ce qu'on pourrait retrouver chez les clients qui font eux-mêmes leur éclairage, par exemple avec du matériel de chez Castorama ou autre. Donc là, c'est pas forcément très réfléchi. On vient éclairer par petites touches à droite à gauche. On a des petites quantités d'appareils, des puissances faibles et un design plutôt classique, voire ancien aujourd'hui. Et on est sur une mise en valeur douce, un budget maîtrisé. Donc voilà, une solution qui peut plaire à des clients qui n'ont pas envie d'investir des sommes très élevées dans leur éclairage. On leur propose simplement quelques petits points de mise en valeur, comme par exemple le petit balisage qu'on a ici. Et ensuite, on vient mettre en valeur quelques éléments de la végétation plus importants que le reste, sans toutefois éclairer toute la végétation ni tout le jardin. Donc on est vraiment par points et avec un budget maîtrisé. Autre ambiance, on va avoir le style couleur et dynamique. Donc là, ça va être une ambiance plutôt fun qui va être souhaitée par le client, donc une mise en lumière colorée avec des lampes RGB white, donc rouge, vert, bleu, blanc, qui peuvent combiner ces 4 couleurs pour faire des mélanges et ensuite aller vers du violet, du orange, etc. Donc là, on est vraiment dans une ambiance de type bar un peu branché, avec de la couleur, du bleu, du rouge, du blanc chaud. Et ce style-là, il va aussi également être complété par du smart lighting, donc c'est-à-dire un pilotage en sans fil avec le téléphone ou télécommande, par exemple. Et donc le client qui aime souvent ce style couleur et dynamique, il va souvent aimer également le pilotage par téléphone. Donc voilà, c'est une option qu'on peut lui proposer. En général, un client qui veut de la couleur, il veut également pouvoir le piloter avec son téléphone. Ensuite, on va avoir un style plus discret. Donc là où on sera beaucoup moins tape à l'œil avec beaucoup moins de mise en valeur. Le style recherché dans cet esprit-là, ça va simplement être d'éclairer le plus loin possible dans le jardin pour créer un effet de profondeur dans le jardin. Donc là, on ne veut pas que ce soit saturé d'éclairage. On veut simplement éclairer le fond du jardin et quelques petits éléments, quelques petits détails pour avoir un éclairage sobre, mais qui permet d'apprécier la taille du jardin et sa profondeur. Donc là, sur l'exemple qu'on a pris là, on a éclairé simplement le mur du fond, ce qui permet donc de voir jusqu'au fond du jardin, donc d'apprécier la taille du jardin. Et ensuite, on a mis des petits balisages sur les cheminements très discrets. Donc là, on voit quasiment pas où on marche. Par contre, on voit les contours et les abords du cheminement. Donc ça permet de faire un petit balisage discret. Sobre et discret, c'est un peu le maître mot de ce style-là. Et enfin, pour finir, on va retrouver le style fonctionnel. Donc le style fonctionnel, simplement, c'est l'exemple type. Mon client, il me dit, je veux juste voir où je marche la nuit. Mais quand on lui parle de style méditerranéen et de style coloré, ça lui parle pas. Lui, il veut juste voir où il met les pieds. Donc, on va lui mettre un design neutre sur les appareils. On va lui mettre du blanc 4000K ou 3000K. Ça, on peut toujours lui poser la question. Et voilà, on va réaliser tout ça dans un but fonctionnel. Donc là, l'idée, c'est d'avoir de la lumière au sol et c'est tout. Peut-être des détecteurs de présence, mais en tout cas, on ne va pas s'attarder sur le style ni sur la température de couleur. On va faire quelque chose de très basique. Donc voilà un peu les 6 styles que je vous propose. N'hésitez pas à créer les vôtres, parce que là, c'est totalement libre. Donc quand vous le présentez à vos clients, n'hésitez pas à venir avec une sorte de petit book de réalisation, de photos que vous avez trouvées. Ça vous permettra de gagner du temps sur vos échanges avec votre client. Ensuite, donc j'ai pas de questions pour l'instant. Non. Donc, on continue. Hop. Donc, l'étape 3, anticiper les contraintes techniques. Donc là, on va y revenir après sur les détails un peu des règles à respecter pour avoir une installation qui dure dans le temps. Mais avant de s'attarder au choix des appareils et au placement des appareils sur le plan, on va d'abord essayer de connaître les contraintes auxquelles on va devoir faire face pendant le projet. Donc, par exemple, on va commencer par définir sur le plan les arrivées électriques. Ça, on l'a fait à l'étape 1 tout à l'heure.
On va prévoir les passages de câbles, donc les tranchées, sorties murales et passages sous les terrasses. On va essayer d'anticiper où est-ce qu'on peut faire passer tout ça, puisqu'on ne sait pas encore où sont les appareils, mais au moins on va essayer de décider où est-ce qu'on va faire passer nos câbles. Si par exemple j'ai une terrasse en bois, je vais pouvoir faire passer mon câble dessous. Par contre, si j'ai une dalle béton, je vais avoir du mal à faire passer mon câble sous la dalle. Donc voilà, chaque cas de figure va mériter une réflexion. Et donc on va définir un peu où est-ce qu'on va faire passer nos câbles. On va définir les zones piscines, donc qui vont définir le niveau d'étanchéité requis, le niveau électrique basse tension. Donc on va vraiment les repérer. On va définir les espaces piétons et voitures, parce qu'on va avoir besoin de produits qui ont une résistance statique suffisante pour les voitures ou pour les motos ou pour les piétons. Donc voilà, on va essayer de définir les espaces en fonction du poids qu'on va pouvoir mettre sur les encastrés de sol. Donc par exemple, si j'ai des voitures, je vais prévoir une zone où je mets que des encastrés de sol avec une résistance statique jusqu'à 2 tonnes par exemple. Ensuite, on va anticiper les possibilités d'encastrement. Donc où est-ce que je peux mettre des encastrés de sol? Est-ce que je vais pouvoir casser le béton pour faire un pot d'encastrement? À l'inverse, est-ce que dans la terre, je vais pouvoir creuser suffisamment profond, ce genre de choses? Je vais pouvoir creuser une tranchée suffisamment grande. Voilà, ce genre de détails. Ensuite, on va prévoir les zones où on peut installer les drivers pour les appareils basse tension. Donc, par exemple, dans les espaces piscines où on travaille en basse tension, on va avoir besoin de mettre des drivers dans des boîtes étanches. Là, l'idée, c'est d'anticiper ce problème-là qui se pose en général une fois qu'on a monté l'appareil, de savoir est-ce qu'on va le mettre dans une armoire, est-ce qu'on va le mettre dans un pull house, est-ce qu'on va le mettre directement dans la maison. Donc, anticiper l'endroit où je vais installer mes drivers. Et en anticipant l'endroit où je vais installer mes drivers, il va falloir également anticiper la distance que je vais pouvoir avoir entre mon driver et mon appareil. Parce que souvent, on est limité à une dizaine de mètres. Ça peut être moins, ça peut être plus. Donc, bien anticiper où est-ce que je vais le placer en fonction de la distance que je vais avoir entre mon driver et mes appareils. Ensuite, quel est le dimensionnement du compteur? Alors, aujourd'hui, avec la LED, le problème ne se pose plus trop, mais il peut quand même se poser si on est à la limite déjà du compteur électrique. Mais c'est vrai que quand on mettait de la iodure ou de l'halogène, là, on avait besoin de prendre en compte ce facteur, ce qui est plus tellement vrai aujourd'hui avec la LED, puisqu'on dépasse rarement les limites d'un compteur électrique avec de la LED. Et dernier point, comment on va piloter l'éclairage? Donc, est-ce que je vais avoir un système sans fil avec des télécommandes ou un téléphone, ou alors au contraire, est-ce que je vais avoir des interrupteurs? Et dans ce cas-là, où est-ce que je vais mettre mes interrupteurs? Est-ce que je vais faire passer de la gaine directement sur les murs, ce qui n'est pas très beau, ou alors est-ce que je vais essayer d'encastrer mes câbles et les faire passer à l'intérieur de la maison? Donc voilà, toutes ces questions, elles se posent à ce moment-là, avant d'avoir défini où est-ce que je mets mes appareils. Ensuite, on passe à l'étape 4. Donc, on va choisir les solutions adaptées en fonction des zones qu'on a définies précédemment. Donc là, on a déjà à peu près, normalement, les solutions en tête avec toute la réflexion qu'on a eue auparavant. On sait à peu près sur quel type de produit on va s'orienter. D'ailleurs, avec le client, on en a déjà discuté. Par exemple, il veut des encastrés de sol sous ses grands arbres. Donc voilà, ça, dans ma tête, c'est clair. Je vais pouvoir maintenant le mettre sur papier. Donc, par exemple, on va reprendre donc, zone par zone, on va reprendre un peu les différents éléments à prendre en compte. Donc, sur terrasse et salon de jardin, on va privilégier une répartition homogène de la lumière, on va limiter l'éblouissement et l'inconfort. On va s'installer au sol et au mur en fonction des arrivées électriques, donc applique ou encastré ou borne. Et on va éviter les solutions de type projecteur qui peuvent être éblouissantes. Un projecteur, quand on est à table et qu'on l'a dans les yeux, c'est pas toujours agréable. Malgré que ce soit un des éclairages les plus utilisés dans le résidentiel, on va éviter ce genre de solution puisque à la longue, c'est un peu fatigant d'avoir un projecteur dans la tête toute la nuit quand on mange. Ensuite, on va s'assurer que l'espace de repas soit suffisamment éclairé, 40 lux environ. Pourquoi? Parce que souvent en extérieur, on a tendance à être sous-éclairé. Et voilà, c'est pour un espace de confort, on va essayer de mettre 40 lux sur une table en extérieur pour avoir un éclairage suffisant. Donc, on commence par le salon de jardin. Donc, salon de jardin, c'est pas la table à manger, bien sûr. C'est l'espace plutôt dédié à la discussion, aux apéros. Donc, on va privilégier les luminaires mobiles, sur batterie qu'on va pouvoir déplacer dans les zones du jardin. On va également pouvoir utiliser des bornes et des bornes solaires que je pourrais vous présenter tout à l'heure. Ensuite, on a les espaces de terrasse. Donc là, on va utiliser des bornes et des bornes solaires. On va pouvoir utiliser des encastrés de sol pour effectuer un balisage au sol. Donc sur les terrasses en bois, par exemple, ça fonctionne très bien. Sur les façades, donc on va utiliser des appliques murales ou des appliques solaires. Et enfin, si on a la chance d'avoir un auvent, donc un espace abrité,
on va pouvoir utiliser des encastrés de plafond IP65. En fonction du style choisi par le client, je vais adapter le style de mes appareils. Je vais adapter la quantité d'appareils et la température de couleur des appareils. Donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, le style, il influe beaucoup aussi sur la quantité, température de couleur et quantité. Pas quantité, pardon, couleur de la lumière. Ensuite, zone piscine. Donc là, on va s'assurer plutôt du respect des règles de sécurité liées aux piscines. Je vous fais une page juste après, un slide sur les piscines. Donc, vous inquiétez pas, on va revoir ça en détail. On va essayer de créer un balisage au sol pour définir le contour de la piscine. Ça, c'est une solution qui est souvent utilisée dans l'éclairage des piscines. Et on va également utiliser des bornes pour l'éclairage des abords. Donc voilà, c'est des espaces sur lesquels on va marcher. Donc le balisage, ça peut ne pas suffire. Donc dans ce cas-là, on peut utiliser des bornes. Donc l'intérieur de la piscine, c'est du matériel IP68 avec mention immergeable. Donc là, c'est du matériel qui sera fourni directement par les piscinistes et qui est souvent aussi posé par les piscinistes. Donc a priori, ce matériel-là nous concerne pas. Par contre, donc la terrasse de piscine, comme j'ai dit, on va mettre des encastrés de sol de balisage minimum IP65, de classe 3 avec donc de la basse tension, et si possible de l'inox 316, notamment dans les piscines au chlore, puisque tous les autres métaux vont avoir tendance à avoir des points de piqûre de la corrosion directement avec le chlore ou même avec le sel, sachant que le sel les piscines salées sont moins salées que l'océan, donc ça pose un peu moins de soucis avec les piscines salées. L'espace proche de la piscine, donc c'est-à-dire la terrasse autour, on va travailler avec des bornes solaires, toujours IP65 minimum, classe 2 ou 3, et de l'inox 316 ou 304, puisque là, on va quand même être un petit peu plus loin de l'eau, donc on va pouvoir utiliser du 304 également. Ensuite, les espaces végétaux, donc on va mettre en valeur la végétation. Cette fois-ci, on va avoir deux solutions, hein, soit le projecteur, soit l'encastré de sol, en fonction aussi de où est-ce qu'on s'installe et de l'utilisation qui sera faite au quotidien. Donc, par exemple, si j'ai une tondeuse qui passe une fois par semaine dans le jardin, je vais plutôt privilégier l'encastré de sol puisque c'est plus simple. En revanche, si je suis dans des fourrés, des choses comme ça où la tondeuse ne passe pas, je vais pouvoir utiliser des projecteurs orientables qui seront quand même beaucoup plus pratiques à utiliser, notamment pour l'orientation. Classe 3 ne veut pas forcément dire 12 volts, mais là, j'imagine que c'est bien le cas. D'ailleurs, c'est la TVTS, très basse tension de sécurité. Tout à fait. Classe 3, ça n'a rien à voir avec la tension de sécurité. Mais par contre, on verra tout à l'heure que dans les volumes de piscine, quand on est dans le volume 1 ou 2, on va avoir besoin de classe 3 et de basse tension, enfin de très basse tension de sécurité. Donc tout à fait, vous avez raison là-dessus. Donc les espaces végétaux, on va penser à l'allumage déporté, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, pour les arbres, on va privilégier les encastrés de sol avec une optique médium ou large en fonction de si l'arbre est feuillu ou si l'arbre est fin. On pourra passer sur une optique intensive si jamais on a un arbre qui est très haut. Mais ça, on va y revenir tout à l'heure dans un slide sur les optiques. Ou on peut mettre un projecteur au sol dans le cas où on n'a pas de tondeuse qui passe régulièrement. Les arbustes, on va privilégier des petits encastrés de sol ou des petits projecteurs sur piquet. Le projecteur sur piquet, il est moins embêtant que le projecteur tout court, puisque sur piquet, on peut le retirer, passer la tondeuse et le remettre juste après. Donc, voilà pour la végétation, projecteur ou encastré de sol. Ensuite, les espaces de cheminement. Donc là, ça se complique un peu, puisqu'on va avoir beaucoup plus de solutions qui s'offrent à nous, et on va avoir des éléments à ne surtout pas oublier. Donc, on va faire un éclairage ici fonctionnel. Fonctionnel ne veut pas dire que c'est pas beau, hein. Fonctionnel, ça veut dire qu'on en a besoin et que c'est plus, entre guillemets, obligatoire pour garantir de la sécurité aux clients. On va privilégier donc l'uniformité, notamment parce que l'uniformité, elle permet de bien mettre en valeur les défauts qu'on peut avoir sur un cheminement. Donc, par exemple, si on a des marches, si on a des trous, des racines, des choses comme ça, on ne va pas se prendre les pieds dedans si on a une belle uniformité. Alors que si on n'est pas uniforme, ça va créer des ombres et on risque d'avoir d'amplifier le problème des trous, des dalles et des racines qui dépassent. Donc voilà, uniformité sur un cheminement, c'est toujours à privilégier. Également, on va privilégier des appareils avec une bonne répartition d'éclairage, donc des appareils qui éclairent sur les côtés, qui éclairent devant et non pas simplement sous l'appareil. Pourquoi? Pour limiter la quantité d'appareils, puisque les cheminements, c'est souvent des zones où on va être très gourmand en quantité d'appareils. Donc, pour limiter tout ça, on va privilégier des appareils qui éclairent large,
par exemple des optiques elliptiques ou asymétriques pour éclairer vers l'avant. Donc, on a plusieurs solutions, hein. La première, ça va être l'utilisation de balisage sous forme de borne. Donc là, sur la borne, on va prêter attention à l'optique, comme j'ai dit, pour une meilleure répartition de la lumière. On va essayer de choisir un appareil qui éclaire sur les côtés et qui éclaire vers l'avant. Ensuite, on va pouvoir utiliser des appliques murales, donc encastrés muraux ou en applique. Et là, on va les utiliser surtout dans les escaliers, puisque là, ça va être vraiment impératif, les escaliers éclairés, car la nuit, dans un escalier, on ne sait pas si c'est mouillé, on ne sait pas s'il y a quelque chose sur les escaliers. Donc, ça peut être dangereux, on peut rapidement tomber et se faire mal. Donc, c'est pour ça que l'éclairage dans les escaliers en extérieur, c'est primordial. On va également pouvoir utiliser des hublots. Donc là, ça va être un éclairage très fonctionnel et homogène, puisqu'on a souvent un diffuseur sur le hublot. On risque d'être un peu éblouissant en fonction de la puissance, mais encore une fois, quand on est dans du fonctionnel, on est prêt à concéder quelques problèmes comme l'éblouissement ou la quantité trop importante de lumière. Alors le hublot, c'est très bien parce que ça coûte pas cher et que ça éclaire uniformément. Par contre, ça envoie de la lumière dans le ciel, donc ça c'est plutôt pas très bon. Ça peut créer de la pollution lumineuse directement dans les fenêtres, aux alentours ou même directement chez nous. Et pour la pollution lumineuse, hein, pour les raisons qu'on connaît, le hublot est pas très recommandé. Mais aujourd'hui, il y a des hublots qui existent avec des casquettes qui permettent d'empêcher la lumière de partir dans le ciel. Quatrième méthode, on va utiliser le balisage. Donc là, un cheminement de points lumineux. Là, l'idée, c'est pas de voir où on marche, c'est simplement de définir une zone sur laquelle on peut marcher. Donc voilà, du balisage, c'est souvent réalisé. Ça fonctionne très bien. Puis il y a un esprit vraiment très déco dans le balisage avec des petits points lumineux comme ça. Donc là, pour du balisage, on va choisir des appareils avec des puissances très basses, comme par exemple du 1,2 watts ou des choses comme ça. Ça suffira largement pour juste voir un point lumineux, parce que ce n'est pas des appareils éclairants, ce sont des appareils qu'on voit la nuit, mais qui ne vont pas éclairer leurs alentours. Et dernier point, on peut utiliser également, si on a un mur à disposition, un éclairage indirect avec des encastrés, donc comme sur la photo qui est à droite. On va utiliser la réflexion indirecte sur le mur, qui va nous permettre de faire un balisage et également de rapatrier de la lumière directement sur le chemin par l'exposition de la lumière sur le mur. Dans ce cas-là, il faut faire attention à l'éblouissement, puisque si je mets un encastré de sol qui éclaire très large, depuis le chemin, je vais voir la source, donc je vais être ébloui. Donc là, les encastrés de sol, on va les privilégier avec une optique asymétrique, c'est-à-dire que la lumière, elle va être rabattue en direction du mur et non pas en direction du chemin. Est-ce qu'on a des questions? Hop. Ok, on continue. Hop, étape 5. Ah non, pardon. Toujours à l'étape 4, sur les zones d'entrée et de stationnement pour les véhicules. Donc, c'est des mises en valeur de l'entrée et de l'éclairage fonctionnel pour le stationnement. On va privilégier des IK élevés, donc indice de protection au choc. On va essayer donc des résistants au vandalisme et aux chocs différents qu'on peut avoir. Pour les encastrés de sol et les appareils accessibles, on va également privilégier une résistance statique élevée. Pourquoi? Parce que c'est des zones où on va pouvoir rouler dessus avec la voiture pour les encastrés de sol. Hein. Donc, on va mettre une résistance statique à 2 tonnes. Comme ça, on est sûr qu'on n'abîmera pas l'appareil avec notre voiture. Là, je vous ai mis 4 cas de figure. Donc, par exemple, si on a l'entrée et le portail directement devant la maison, on va privilégier donc des appliques murales et des bornes. Tout ça sur détecteur de présence. Pourquoi détecteur de présence? On va le voir à la fin, hein, mais détecteur de présence va nous permettre que tout s'allume quand on ouvre le portail. Donc, c'est quand même grand luxe puisqu'on n'a pas besoin de sortir de la voiture pour aller appuyer sur un interrupteur et voir où on se gare. Ensuite, on a la voie véhicule. Donc, c'est dans le cas où on a un chemin qui mène jusqu'au garage. On va pouvoir utiliser des bornes qui vont baliser le chemin, sachant que des bornes, elles vont pouvoir être éblouissantes quand on est assis au volant du véhicule. Donc, on peut également utiliser un balisage sous forme d'encastré de sol. Quel est l'intérêt du balisage? C'est qu'en voiture, quand on est dans le noir, on va avoir tendance à être ébloui par toute lumière extérieure au véhicule. Donc, des bornes ou des projecteurs, ça va tout de suite nous éblouir. Et quand on est ébloui, on voit plus où on roule. Alors qu'avec un balisage, ça nous définit une zone où rouler, même si on ne voit pas directement le béton sur lequel on le roule. On sait où est-ce qu'il faut qu'on se dirige avec la voiture. Donc voilà, le balisage, c'est plus discret et souvent, c'est moins éblouissant. Ensuite, on va voir les zones de stationnement.
Là, on retrouve le même principe. On ne va pas éclairer directement la zone de stationnement. Si possible, on va essayer d'éclairer plutôt les abords de cette zone pour éviter de rentrer dedans avec la voiture. On va, par exemple, éclairer le mur du fond du parking pour qu'on puisse avancer jusqu'à ce mur sans rentrer dedans et non plus sans être ébloui par un projecteur qu'on aurait directement dans les yeux. Donc là, bien faire attention en voiture à l'éblouissement qui peut être très, très gênant en voiture. Et enfin, l'éclairage fonctionnel de notre entrée. Encore une fois, on va revenir à la solution du hublot qui va être un budget maîtrisé, qui va être étanche. Et souvent, en plus, sur les hublots, on a des détecteurs de présence intégrés. Donc là, voilà, toute la solution est intégrée dans ce hublot-là qui va nous permettre de résoudre le problème avec 3 appareils. Voilà, donc on a des solutions plus ou moins complexes en fonction du budget, en fonction de l'envie du client. On va pouvoir répondre un peu à toutes ces demandes avec ces 4 solutions. Détecteur de mouvement, je reviens dessus rapidement. Je l'ai précisé donc dans chaque type d'éclairage. Détecteur de mouvement, c'est hyper important puisque mon éclairage, il ne me servira à rien quand je rentre chez moi si je ne peux pas l'allumer soit avec une télécommande, soit avec un détecteur de mouvement, puisque sinon, ça m'oblige à laisser mon éclairage allumé toute la nuit, le temps que je revienne. Donc voilà, détecteur de mouvement, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple. Après, il existe aussi des systèmes directement connectés au portail par télécommande. Donc quand on ouvre le portail, la lumière s'allume. Voilà. Donc on a plusieurs solutions qui existent, mais le détecteur de mouvement, ça reste quand même le plus simple. Ensuite, l'étape 5. Donc là, on va planifier et quantifier le projet. Donc c'est là qu'on attaque vraiment, on rentre dans le vif du sujet. On va commencer par définir les appareils. Donc a priori, on a déjà vu avec le client la typologie d'appareil qu'on souhaite. On a déjà défini une sorte de budget avec le client. Donc là, on a toutes les cartes pour commencer notre implantation. On a découpé nos zones. Donc on va pouvoir commencer. Donc on va prendre le plan, on va placer les appareils sur un plan avec des gommettes, par exemple, comme j'ai fait ici. En fonction de notre expérience, on va savoir comment placer les appareils. Si on n'a pas cette expérience-là, on va pouvoir faire appel à un bureau d'études qui utilise Dialux, ou nous-mêmes, on va pouvoir utiliser Dialux. C'est gratuit comme logiciel, donc tout le monde peut l'utiliser. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour vous faire cette étude, sachez que SLV, on a 2 personnes qui font des études d'éclairage, donc vous pouvez nous envoyer votre projet et on vous fera le calcul, il n'y a pas de souci. Le calcul, il va nous permettre de définir la distance qu'on va mettre, par exemple, entre les bornes pour optimiser notre implantation de bornes. Et ensuite, en face de mon implantation, je vais mettre mes descriptifs d'appareil avec ce à quoi les gommettes correspondent. Donc, par exemple, ici, j'ai pris une borne solaire, donc borne solaire dit 12 volts. Je vais pouvoir l'installer dans ma zone de piscine. Et donc, je fais le contour de ma terrasse pour voir, voilà, pour avoir de la lumière directement sur ma terrasse. En complément de ça, je vais mettre des petits encastrés de sol de balisage tout le long de l'extérieur de la terrasse de ma piscine, ce qui va permettre de créer un style, un petit cheminement le long de la terrasse en bois. Pour mes espaces végétaux qui sont situés là et ici, je vais utiliser donc des petits projecteurs sur piquet pour les arbustes, donc tout ce qui est végétation basse, on va utiliser plutôt du piquet. Et pour les arbres un peu plus grands, je vais utiliser donc de l'encastré de sol avec des lampes de type Q/111 pour avoir un peu de puissance. Et l'intérêt d'utiliser une lampe Q/111, c'est aussi de pouvoir choisir la taille du faisceau. Donc si j'ai un faisceau trop serré, j'aurai juste à changer ma lampe. Parce qu'on sait tous que changer un encastré de sol, c'est pas évident. Donc voilà, essayez de privilégier quand même les différentes possibilités. Enfin, pour ma terrasse, donc je vais utiliser, j'ai 2 zones sur ma terrasse, vraiment. J'ai l'extérieur de ma terrasse qui est ici, où j'ai pas de support pour me fixer. Donc je vais utiliser plutôt de la borne que j'ai mis ici, la Rusty Slot 80. Et ici, j'ai des murs. Je vais pouvoir utiliser de l'applique murale. J'ai choisi la Enola Wall. Je suis sur de l'IP65, ici IP55, le tout en 3000K. J'ai bien fait attention à ce que toutes mes températures de couleur soient plus ou moins homogènes, à part pour mon balisage qui est en 5700, puisque le balisage, souvent, on essaie de le faire en blanc froid pour que ça ressorte un petit peu plus que le blanc 3000 degrés. Et donc, voilà, j'ai une uniformité en 3000 degrés Kelvin, j'ai mon balisage en 5000 et je sais que mes appareils, j'ai dimensionné la puissance pour ne pas être trop éblouissant. Par exemple, mon applique Enola qui va être ici sur ma terrasse, j'ai mis du 10 watts, j'en ai mis une quantité un peu élevée, mais par contre, ça va me servir à négocier avec mon client par la suite. S'il me dit que c'est trop cher, je sais où est-ce que je vais pouvoir enlever du matériel. Donc c'est vrai que là, par exemple, je pourrais en enlever une ici et une là, ça marchera quand même et ça me fera une marge de négociation avec mon client. Donc toujours
voire un petit peu au-dessus au moment de la projection, quitte à revenir en arrière et enlever quelques appareils si on doit négocier d'un point de vue budget avec le client. On continue. Et enfin, une fois que j'ai positionné mes appareils, maintenant, il ne me reste plus qu'à positionner mes câbles et du coup à définir mes longueurs de câbles dont je vais avoir besoin. Donc là, je les ai dessinés ici sur mon schéma. Je suis pas installateur, donc peut-être que vous allez trouver ça qu'il y a des erreurs dans mon câblage. Mais voilà, grâce à ce plan-là, ça vous permet de définir la quantité de câbles dont vous allez avoir besoin, la quantité de gaines dont vous allez avoir besoin, et ça vous permet aussi de prévoir toutes vos connectiques étanches. Ici, j'ai mis des boîtes de connexion IP67 qu'on vend chez SLV, mais vous pouvez également utiliser des boîtes de dérivation classiques avec du gel à mettre à l'intérieur. Voilà, il n'y a aucun souci. Simplement, il faut bien penser à anticiper l'étanchéité qu'on va avoir. Également, quand on prépare ce câblage, on va anticiper le nombre de presses et toupes qu'on va avoir, par exemple, sur les appliques murales ou sur les encastrés de sol. Si j'ai 2 presses et toupes, je n'ai pas besoin de préparer ma boîte étanche. Si, comme sur les LED spikes que j'ai mis ici dans la végétation, j'ai qu'un seul câble et j'ai pas une entrée et une sortie, là, je dois prévoir une boîte de connexion étanche ou alors une boîte de dérivation. Et également sur ce schéma, je vais essayer de prévoir mes alimentations déportées. Donc là, je ne l'ai pas fait figurer sur ce schéma, mais on va essayer aussi de définir où est-ce qu'on place l'alimentation déportée basse tension et où est-ce qu'on va faire passer les câbles pour arriver jusqu'à cette alim, tout en faisant attention entre la distance entre le driver et la LED, pour pas qu'elle soit trop grande et qu'on ait un système fonctionnel. Donc on a terminé sur les 5 étapes du projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais pouvoir y répondre tout de suite. Sinon, on va enchaîner avec les rappels d'éclairage et d'installation. Alors ça, c'est des choses qu'on a déjà vues dans le webinar d'il y a 3 semaines. Donc si vous l'avez déjà vu, voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez partir. Sinon, vous pouvez rester si vous voulez un rappel. On est là pour ça. Donc, température de couleur en extérieur. Hein, c'est vraiment des rappels liés à l'installation des produits d'éclairage en extérieur. Donc, température de couleur, comme on l'a dit, c'est très important. Ça va définir l'ambiance souhaitée. Le blanc chaud va nous donner une sensation de confort et de chaleur. Le blanc froid, il va nous apporter un effet de dynamisme et de propreté. Et donc, tout ça, c'est à définir avec le client. Mais si on n'arrive pas à définir avec le client dans l'étape 0 du style dont on a besoin, on va avoir 2 solutions. Soit on va ramener un appareil blanc chaud, un appareil blanc froid, on va faire des tests sur place. Soit on va utiliser des appareils qui possèdent un CCT switch, donc Color Changing Temperature, qui va nous permettre de changer la température de couleur de notre appareil. Donc ça se présente comme ça. C'est simplement un petit switch qui est directement sur le PCB avec les LED sur le circuit imprimé. Et on va pouvoir passer de 4000 à 3000 simplement avec un changement d'interrupteur. Donc ensuite, on va privilégier le blanc chaud 3000K pour les surfaces de couleur chaude, donc par exemple les plantes tropicales, les pierres dorées, les revêtements en bois. On va plutôt partir sur du blanc chaud, c'est ce qui fonctionnera le mieux. Ensuite, on va avoir du blanc 4000K, donc du blanc neutre, sur des surfaces de couleur froide, comme par exemple la pierre, les végétaux nordiques, comme les conifères, les sapins. Tout ce qui est vert foncé, voilà, on va plutôt utiliser du blanc neutre 4000 degrés Kelvin. Ensuite, en termes de flux et d'IRC, en extérieur, on n'a pas une grande variété de couleurs comme l'intérieur. Donc, IRC 70 ou 80, ça va être suffisant. Si on a une IRC 90, tant mieux, mais voilà, 70-80, ça devrait suffire en extérieur. Les valeurs d'éclairement, elles vont être environ 10 fois inférieures à celles de l'intérieur. Donc, par exemple, sur une terrasse, on va mettre 60 lux, quand sur une salle à manger en intérieur, on mettra 300 lux, par exemple. Donc là, on est à moitié inférieur, mais par exemple, un cheminement, on va mettre 10 lux en extérieur, alors qu'en intérieur, on mettra plutôt 100-150 lux. Dans le jardin, on va être entre 0 et 5 lux, donc là, on n'a pas d'impératif en termes d'éclairement. Par contre, 5 lux, voilà, ça permettra de voir où on marche à peu près, mais il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de lumière directement sur le jardin. Dernier point sur les températures de couleur. Selon la culture du pays dans lequel on se trouve, on va avoir des différences, on va observer des tendances. Par exemple, on sait que les pays du Nord, ils aiment bien le blanc chaud parce que ça leur donne une sensation de chaleur, et dans ces pays-là, il fait froid. Et dans les pays du Sud, on va plutôt privilégier un blanc froid pour avoir une sensation de fraîcheur et de propreté. Je sais que par exemple, en Suède, ils mettent que du 2700 Kelvin, alors qu'à Dubaï, on va plutôt utiliser du blanc 4000. Donc voilà, suivant aussi où on se trouve, on peut adapter sa température de couleur si on n'a pas effectivement de retour du client là-dessus.
Ensuite, comme je vous l'avais dit, on va parler des optiques. Donc là, je vous ai mis quelques exemples d'optiques qu'on va pouvoir utiliser dans le jardin en résidentiel. Donc par exemple, quand on a un arbre de grande hauteur qui va être plutôt fin, avec un feuillage moyen, on va utiliser un encastré de sol avec une optique médium. Optique médium, ça nous permet d'éclairer l'arbre le plus haut possible, hein, parce que le faisceau va être resserré pour éclairer l'arbre vers le haut. Si jamais l'arbre est vraiment très haut et très fin, comme par exemple un sapin très haut, très fin, on va utiliser plutôt des optiques intensives. Donc voilà, là on adapte l'optique à la morphologie de l'arbre. À l'inverse, si on a un arbre de mi-hauteur plutôt feuillu, étoffé, donc très large, on va prendre un encastré de sol avec une optique large pour essayer d'éclairer l'arbre sur toute sa largeur. Médium intensif, ça va être intéressant pour un arbre de grande hauteur, comme j'ai dit, mais cette fois plutôt avec une solution projecteur. Pourquoi un projecteur? Parce que là, il va falloir orienter. Et avec un encastré de sol, c'est très compliqué d'orienter la lumière, sauf si c'est orientable, mais voilà, on sait qu'un encastré de sol orientable, ça coûte souvent très cher. Donc, un projecteur orientable avec une optique intensive ou médium, ça nous permet de viser le haut du sapin et d'éclairer donc le sapin sur toute sa hauteur. Les arbustes donc de petite taille, comme je l'ai dit, on va privilégier soit l'encastré de sol, soit le projecteur surpiqué avec des optiques médium ou larges, en fonction de si on est proche ou pas de l'arbuste. Ensuite, pour les terrasses, on va utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, terrasse ou cheminement d'ailleurs, des optiques elliptiques ou asymétriques. Donc là, comme on voit sur le schéma, mon optique elliptique, elle permet d'éclairer vers l'avant. Donc on va créer de l'uniformité. Elle éclaire sur les côtés et donc on va créer un espacement entre les bornes le plus important possible pour limiter la quantité d'appareils. Et enfin, on va avoir l'optique wall washer ou lèche-mur en français, avec laquelle on va venir éclairer une surface verticale ou une façade. Ça va permettre deux choses, d'avoir une uniformité sur la surface verticale de la maison ou du mur. Et deuxième chose, ça va nous permettre de ne pas envoyer de la lumière directement dans l'œil de l'utilisateur. Donc toute la lumière part sur la droite et moi qui suis au milieu de ma terrasse, je ne suis pas ébloui par mon encastré de sol, qui peut souvent être le cas en encastré de sol. Un éblouissement en encastré de sol, c'est vite arrivé. Donc faire très attention, surtout quand on met de la puissance sur les encastrés de sol. Ensuite, on va parler de la charge statique. Je regarde si j'ai des questions. Non, c'est bon. On continue. Donc la charge statique, elle va définir la résistance au poids de notre encastré de sol. Donc sur le catalogue SLV, vous allez retrouver ce petit logo avec un numéro exprimé en tonnes dessous. Donc si vous avez 2 sous ce logo-là, ça veut dire que l'appareil résiste à 2 tonnes. Donc en fonction de l'espace où on se trouve, bien sûr, on va avoir différentes utilisations. Sur mon parking, je vais privilégier une résistance statique de 5000 kg, puisqu'on sait que maintenant, il y a des 4x4 qui vont faire jusqu'à 2 tonnes, 2 tonnes 5. Et puis, il peut également y avoir éventuellement un camion qui passe un jour. Donc, voilà, on essaie de viser au-dessus. Donc, 5000 kg de résistance statique, voilà, on est largement suffisant pour mettre ça sur un espace de stationnement de véhicules. 2000 kg, ça va être pour le passage de moto ou de véhicules légers. Statique, ça veut bien dire passage au ralenti ou à l'arrêt, pas de passage à plus de 10 km/h. Donc voilà, 2000 kg, c'est moto, vélo, tondeuse, ce genre de choses, petits véhicules. Ensuite, on va avoir 500 ou 250 kg, résistance au passage d'un piéton ou d'un vélo, résistance au passage d'une tondeuse, ce genre de choses. Donc voilà, un poids intermédiaire, 250 ou 500 kg, dans les jardins ou sur les terrasses, ça devrait suffire largement. Donc voilà pour la charge statique. Deuxième info sur la charge statique, les valeurs qu'on nous donne, elles sont calculées pour une installation dans du dur, donc par exemple dans du béton. Si j'ai une résistance et une charge statique de 5000 kg et que j'installe ça dans de la terre, ça ne fonctionnera pas. On n'aura pas la résistance à 5000 kg, un véhicule ne pourra pas rouler dessus. Donc toujours bien prendre en compte le fait que c'est une installation dans du dur et pas dans de la terre. Ensuite, donc là on revient sur les zones, les volumes de piscine. Donc comme en salle de bain, c'est exactement le même principe. On va avoir des volumes qui vont être créés en fonction de la distance qu'on a par rapport à l'eau. Et on va avoir des règles pour chaque volume. Donc, le volume 0, ça va correspondre à tout ce qui est sous l'eau et au-dessus, à la verticale directement, jusqu'à la hauteur de la terrasse. Donc, tout ce qui est à l'intérieur du volume de baignade. Dans ce volume, il va falloir donc un appareil de classe 3, des appareils immergeables de classe IP68 minimum, avec la mention immergeable. IP68 ne veut pas forcément dire immergeable.
Et donc on va utiliser du courant très basse tension de sécurité, 12 volts en courant continu 50 volts ou en courant alternatif 12 volts. Classe 3 obligatoire. Ensuite, le volume 1, il va correspondre à tout ce qui a 2 mètres de distance du bassin sur les côtés et à une hauteur de 2,50 m. Donc tous les appareils situés dans ce volume, ils vont devoir avoir un IP65 minimum, un courant très basse tension de sécurité, donc c'est 50 volts en continu ou 12 volts en alternatif, et classe 3 obligatoire. Donc là, la différence avec le volume 0, c'est simplement l'IP qui passe de 68 à 65. Et ensuite, volume 2, ça va correspondre à tout ce qui est situé à 1,50 m du volume 1 sur la même hauteur de 2,50 m. Donc les abords de la terrasse, en gros, on va quand même avoir besoin de protection puisqu'on peut avoir des éclaboussures d'eau qui viennent jusque-là, donc sur un périmètre de 1,50 m. On va utiliser des appareils IP65, donc ça ne change pas par rapport au volume 1. Par contre, ce qui change par rapport au volume 1, c'est qu'on va continuer d'utiliser soit de la classe 3 avec courant très basse tension de sécurité, 12 volts en alternatif, 50 volts en continu, ou alors on va pouvoir utiliser de l'appareil de classe 2 en utilisant un disjoncteur différentiel 30 mA. Donc là, on va pouvoir utiliser du 230 volts. Par contre, il faudra que l'appareil soit classe 2 et qu'on ait un disjoncteur différentiel 30 mA pour cette zone-là. Donc voilà pour les zones de piscine. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas. Ensuite, on va parler de câblage. Donc le câblage, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être une partie très chronophage de notre projet d'éclairage, de notre installation. Donc pour limiter tout ça, on a plusieurs solutions. Ici, la première dans notre câblage, ça va être d'utiliser une boîte de dérivation étanche. Donc on l'a vu, on a des boîtes de dérivation ou des kits de connexion étanches. On a les deux, c'est deux prix différents, deux solutions différentes. La boîte de dérivation elle est intéressante puisque je vais pouvoir rapatrier tous mes câbles jusque dans une boîte et faire mon câblage à l'intérieur, ce qui me permet de ne pas tirer 50 câbles qui vont partir un peu dans tous les sens. Ça limite la quantité de câbles utilisés. Ensuite, je vais pouvoir étanchéifier cette boîte avec un gel qui va venir solidifier et rendre le câblage totalement étanche. Donc là, c'est quand même très recommandé de faire ce câblage-là, de couler ce gel-là dans une boîte étanche, pardon. Et donc, on a une bonne tenue à l'isolation dans le temps. Donc là, on est plutôt sur un câblage de type étoile, c'est-à-dire que j'ai un point central et tous mes câbles partent de ce point central pour arriver jusqu'aux appareils. Pourquoi je fais ce câblage-là? Parce que sur mes appareils, là, j'ai un seul presse-étoupe. Si en revanche, j'ai choisi des appareils avec deux presse-étoupes, on peut dire que je me suis simplifié la vie puisque je passe d'un appareil à l'autre sans utiliser de boîte de connexion étanche, parce que là, mes boîtes de connexion étanche, finalement, elles sont comprises dans mes appareils. Et donc, c'est ce qu'on appelle le câblage passant. Il est matérialisé par ce petit logo dans le catalogue SLV. Et donc, deux presse-étoupes, ça nous évite d'avoir à faire des boîtes de connexion, de verser du gel ou de racheter des éléments de connexion IP, comme on peut le voir ici. Ensuite, au niveau du choix du câble, donc on sait que l'extérieur, ça peut être un milieu très agressif avec de la corrosion, des factures d'usure multiples. On sait qu'un câble, il peut être mis sous tension par des racines, il peut être sectionné par un coup de pelle. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir endommager le câble. Donc, on va essayer de respecter 3 règles pour que ce câble il dure dans le temps. La première, c'est de toujours utiliser un fourreau, sur terre comme sous terre. On met toujours un fourreau, comme ça on protège mécaniquement de la torsion, des coups de pelle, des rongeurs, des racines, etc. On protège notre câble avec le fourreau. Donc toujours fourreau, on essaie de le cacher parce que c'est pas très beau, mais on enterre et sur terre avec un fourreau. On va privilégier le câble HO7 RNF au câble RO2V parce que le H7 RNF il est souple. Et donc le câble souple, il va pas tirer sur les connectiques étanches comme les presse-étoupes. On sait qu'un câble rigide, il va avoir tendance à tirer sur les presse-étoupes et donc il va complètement détruire l'étanchéité du produit. Donc toujours câble HO7 RNF ou éventuellement HO5 RNF, sachant qu'on a des standards un peu moins élevés sur le HO5. Et ensuite, on va utiliser des connexions étanches IP. Donc là, je vous en ai mis 2 ici, qui sont vendus chez SLV, mais on peut également utiliser la boîte étanche qui est considérée comme une connectique de bonne qualité si on met du gel à l'intérieur. Et donc, si on ne respecte pas ces règles, le câble il peut devenir poreux. Et quand le câble est poreux, l'eau rentre à l'intérieur. Et du coup, l'eau rentre à l'intérieur de notre appareil grâce à la capillarité. Elle va passer à l'intérieur du câble et rentrer par le presse-étoupe. Donc, on aura beau avoir installé correctement notre presse-étoupe sur l'appareil.
l'eau va quand même rentrer par le câble. Donc, bien faire attention à mettre le bon câble et de le mettre dans une gaine si on veut éviter cet effet de capillarité qui va rentrer directement par le câble. Ensuite, on va parler de drainage rapidement. J'ai toujours pas de questions. C'est bon. Donc, le drainage, il va nous permettre de garantir l'étanchéité de l'appareil dans le temps. Si je fais pas de drainage, mon appareil il va avoir tendance à traîner dans l'eau, puisque en fait, un encastré de sol, on fait simplement un trou dans la terre et on vient poser l'appareil dedans. Et donc, quand il pleut, mon trou de terre, il va se remplir d'eau et mon appareil il va baigner dans l'eau. Alors, on peut mettre un appareil IP68 qui résiste à l'immersion, mais souvent, c'est des temps d'immersion qui sont limités à une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Et donc, l'appareil, au bout d'un moment, l'eau va rentrer dans l'appareil, c'est inévitable. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un drainage sous le trou qu'on a fait. Donc, le drainage, c'est tout simple. Qu'est-ce que c'est? C'est on fait notre trou, on vient verser des graviers sur 20-25 cm de hauteur. Et ces graviers, ils vont jouer le rôle de bac tampon. Donc, quand il pleut, l'eau, elle va s'infiltrer directement dans notre poche de gravier. Et les graviers vont permettre de stocker l'eau déjà et de la répartir dans la terre un peu plus bas. Donc, en fait, notre appareil, normalement, il devrait toujours être au sec et il ne devrait pas baigner dans une mare d'eau. Donc, voilà, l'intérêt du drainage, c'est de faire en sorte que l'appareil ne baigne pas dans l'eau. Dans la terre, on le fait avec du gravier, mais si j'installe dans une dalle béton, je vais devoir prévoir un écoulement de l'eau dans la réservation. Donc, faire un trou sous l'appareil simplement pour que l'eau puisse s'évacuer et qu'on ne retrouve pas ce même problème d'appareil stagnant dans l'eau. Pour garantir l'étanchéité, donc on va bien serrer le pressé-toupe à la pince, ça ne suffit pas à la main. Et troisième point, on va installer l'encastré de sol dans des zones qui ne sont pas susceptibles de garder de l'eau stagnante. Donc pas dans un creux, on va faire au minimum sur du plat et si possible sur une petite bosse. Mais on ne va surtout pas installer l'encastré dans un trou parce que ça on le voit souvent, on a tendance à faire notre trou pour encastrer, faire le drainage. On met notre appareil, on referme et puis avec le temps, comme on a fait un trou, ça s'affaisse et notre appareil il se retrouve dans une zone où l'eau va stagner. Donc, quand on remet un peu de terre une fois qu'on a fini le drainage, on peut essayer de mouiller la terre autour, de la tasser pour faire en sorte qu'on ait suffisamment de terre pour maintenir l'appareil bien en place et que l'appareil ne s'enfonce pas dans la terre et qu'il vienne créer une zone où l'eau va stagner. Et enfin, pour finir, on va parler donc de la corrosion qui peut être un problème qui est très fréquent donc sur les zones en bord de mer et qui peut être très fréquent également au bord des piscines chlorées. Donc là, chez SLV, on a deux types d'inox. On va avoir l'inox 304 et 316 qui vont résister donc plus que les métaux traditionnels à la corrosion. Donc les produits en inox 304 ils vont être utilisables en intérieur, en extérieur, mais ne doivent pas être posés dans une atmosphère polluée. Donc par exemple zone industrielle, zone portuaire, piscine, industrie chimique, étable. Le 304 il ne va pas résister à ce genre de choses. Par contre, le 304 il va résister à de l'humidité classique. Il va résister avec un petit peu de chlore. Mais bon, encore une fois, il vaut mieux privilégier le 316 pour le chlore. Par contre, le 304 il va résister un petit peu à la salinité des piscines salées. Le taux d'humidité doit rester faible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit, par exemple, en Bretagne, où il pleut souvent, hein, ce que j'ai entendu dire. Par contre, dans une zone classique, hein, comme par exemple ici à Lyon, voilà, de l'inox 304, normalement, ça suffit, sauf si on est proche d'une piscine en chlore. Inox 316, donc on passe au niveau au-dessus en termes de protection contre la corrosion. Là, on va pouvoir utiliser l'appareil en milieu agressif. Donc, par exemple, bord de mer, bord de piscine, zone polluée, zone industrielle, zone industrie chimique, zone portuaire, etc. Par contre, l'inox 316, c'est pas un produit miracle, donc ça exclut pas l'apparition de quelques points de rouille sur le luminaire si on n'entretient pas régulièrement, puisque l'inox, en fait, on va avoir donc le métal dessous avec une couche protectrice qui va quand même s'user avec le temps. Hein. Rien n'est infini. Donc, pour faire face à ça, on va conseiller un entretien que je vous ai mis ici sur la droite dans le carré bleu, qu'on va réaliser tous les 4 à 6 mois en fonction aussi des intempéries, de la météo. Et on va essayer de garder ces appareils en bon état. Tout simplement, on va utiliser ces produits-là. Donc, on peut utiliser de l'eau avec du savon noir. Ça fonctionnera, mais il faudra peut-être augmenter la fréquence d'entretien. Sinon, on peut utiliser des produits dédiés à l'inox. Et dans ce cas-là, on va pouvoir faire de l'entretien tous les 4 à 6 mois. Il suffit de prendre le chiffon, de frotter si jamais il y a des points de rouille
on les frotte assez fort pour les effacer. Et ensuite, on passe le produit sur la collerette en inox. Et normalement, on est bon pour 6 mois de protection sur l'appareil. Deuxième point sur l'entretien, si on a de fortes intempéries, si on a des tempêtes de sable, des choses comme ça peut rapidement enlever notre fine couche protectrice sur l'inox. Donc en cas de fortes intempéries comme un ouragan, une grosse tempête ou une tempête de sable, des choses comme ça, le lendemain, on revient avec notre produit et on en remet après chaque grosse intempérie. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit sur l'inox 316 et 304. Et on a terminé cette session projet d'éclairage extérieur. Donc maintenant, si vous avez des questions, je reste là un moment pour vous répondre. Et si vous n'en avez pas, je peux vous envoyer donc sur le chat de la conversation, je peux vous envoyer donc le PDF de cette formation. Donc comme ça, vous aurez tous les éléments, vous pourrez partager avec vos collègues. Et sinon, la vidéo de ce webinaire sera disponible dans 2-3 jours sur le YouTube SLV France. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez SLV France et vous devriez avoir ce webinaire dans les vidéos dans 2-3 jours. Donc voilà, merci à tous de votre participation. Je reste encore un moment pour répondre à vos questions et je vous envoie tout de suite le lien pour télécharger le PDF directement dans l'onglet conversation du webinaire.